La solitude. Un mot simple, mais une réalité complexe qui touche des millions de personnes à travers le monde. Tout le monde se sent seul de temps en temps. Tout le monde peut se retrouver dans cet univers souvent silencieux et incompris. Être seul dans son bureau quand on est le dernier à partir, se déplacer seul dans les transports publics, manger seul à la cafétéria, changer de pays, déménager, même quand on va en vacances, ça peut nous arriver, ou quand nos amis n'ont pas de temps pour nous. Tout le monde a déjà vécu ça. Et chaque jour, dans tous les pays du monde, ce sentiment devient de plus en plus important. En février 2023, c'est presque 50% de la population mondiale qui dit se sentir seul. En Allemagne, en Espagne, en Italie et en France, c'est 15% de la population en moyenne qui déclare se sentir seul. Et ce phénomène n'épargne aucune tranche d'âge. Jeunes, adultes, personnes âgées, tous peuvent être touchés. Nous vivons à l'époque la plus connectée de l'histoire de l'humanité, mais jamais on n'avait atteint des chiffres comme ceux qu'on voit aujourd'hui. Jamais dans notre histoire on a été si proche et si éloigné à la fois. Mais la solitude, c'est pas seulement être seul. Se sentir seul, c'est différent. Vous pouvez vous sentir seul au milieu de la foule, au milieu d'un concert, là où il y a plein de monde. La solitude, ça se passe dans notre tête. Avec nous-mêmes, ce sentiment de déconnexion et d'isolement est une expérience subjective et individuelle. Deux personnes peuvent vivre des situations similaires, mais ressentir des choses totalement différentes. Pour certains, être seul peut être ressourçant. Pour d'autres, une source de souffrance. Et malheureusement, si on se sent seul ici, on est seul. Un cliché fréquent suggère que la solitude ne touche que ceux qui manquent de savoir-faire social ou de compétences relationnelles, ou les introvertis, alors que la réalité des recherches auprès du public ont révélé que les aptitudes sociales ont en réalité peu d'impact sur la solitude. Elle peut frapper n'importe qui, ni l'argent, ni la célébrité, ni le pouvoir, ni la beauté, ni les compétences sociales, ni même une personnalité charmante ne vous en immunise. Tout comme la soif nous pousse à répondre à nos besoins physiques, la solitude nous signale que nos besoins sociaux demandent notre attention. Et votre cerveau attache de l'importance à ces besoins parce qu'il y a des millions d'années, ils étaient essentiels à la survie. La sélection naturelle a évidemment favorisé nos ancêtres capables de coopérer et de tisser des liens. Être sociable est désormais inscrit dans notre biologie, car être ensemble était synonyme de survie et être seul était synonyme de mort. Pour prévenir l'isolement, votre corps a même développé ce qu'on appelle la douleur sociale. Des études en neurosciences montrent que cette forme de douleur active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. C'est pour ça que des fois on a vraiment l'impression que ça fait mal quelque part. Et ce mécanisme évolutif agit comme un système d'alerte précoce pour vous inciter à éviter les comportements susceptibles de mener à l'isolement. Les recherches en psychologie indiquent que nos ancêtres, pour qui le rejet était plus douloureux, avaient plus de chances de modifier leur comportement pour rester intégrés dans la tribu, alors que ceux qui ne réagissaient pas au rejet risquaient l'isolement et la mort, puisque la survie dépendait fortement du soutien social et de la coopération. Et c'est pour ça que le rejet et la solitude sont si douloureux. Des études montrent que la solitude chronique peut avoir des effets néfastes sur la santé comparables à ceux du tabagisme ou de l'obésité. Ces mécanismes sociaux ont bien fonctionné pendant des millénaires, jusqu'à ce que les changements sociétaux et culturels modifient profondément nos modes de vie. La montée de l'individualisme et l'éloignement des structures communautaires observées depuis la fin de la Renaissance, accélérées pendant la révolution industrielle et grandement amplifiés par les réseaux sociaux, ont conduit à l'épidémie de solitude que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons de moins en moins de contacts en personne et ces interactions sont de plus en plus rares comparées au passé. Et c'est souvent sans qu'on s'en rende compte. On devient adulte, on est submergé par les exigences du travail, des études, des relations amoureuses, des enfants, de toute la famille globalement, et même du divertissement comme Netflix. Le temps nous manque cruellement. Et ce qui semble le plus facile à sacrifier, c'est le temps passé avec les amis. Un jour, vous vous réveillez en réalisant que vous vous sentez isolé et que vous avez besoin de relations profondes. Et on le sait, former des liens étroits à l'âge adulte est difficile, plus difficile que quand on est jeune. Et cette difficulté peut mener à une solitude chronique. Les études montrent toutes que malgré notre amour pour les technologies modernes comme les smartphones et les voyages spatiaux, nos corps et esprits n'ont pas beaucoup changé depuis 50 000 ans. On reste biologiquement programmé pour rechercher la présence des autres. D'autres études à grande échelle ont révélé que le stress associé à la solitude chronique est l'une des expériences les plus graves pour la santé humaine. Il accélère le vieillissement, augmente la létalité du cancer, précipite la progression de la maladie d'Alzheimer et affaiblit le système immunitaire. La solitude est 2 fois plus mortelle que l'obésité et aussi dangereuse que de fumer un paquet de cigarettes par jour. Et pire encore, quand elle devient chronique, elle peut s'auto-alimenter. Et ça
ça va très vite. Quand la solitude devient chronique, le cerveau entre en mode d'auto-préservation, percevant le danger et l'hostilité partout. Et les recherches montrent que les personnes qui se sentent seules deviennent plus sensibles aux signaux sociaux, mais ont également plus de difficultés à les interpréter correctement, ce qui va créer à terme un cercle vicieux d'isolement accru. Et lorsque vous êtes chroniquement seul, vous prêtez davantage attention aux autres, mais paradoxalement, votre capacité à les comprendre diminue. Encore une fois, des études montrent que la région du cerveau responsable de la reconnaissance des visages, comme le cortex fusiforme, se dérègle, augmentant la probabilité évidemment de percevoir des visages neutres comme hostiles par exemple. Et ça engendre une méfiance envers les autres. La solitude vous pousse à supposer le pire quant aux intentions des autres, ce qui alimente une perception du monde hostile. Et en réaction à cette perception, vous pouvez devenir plus égocentrique pour vous protéger. Et c'est normal. Et après, malheureusement, vous apparaissez plus froid, inamical et socialement maladroit que vous ne l'êtes en réalité. Imaginez simplement une personne qui a récemment déménagé dans une nouvelle ville. Elle se sent isolée et commence à éviter les événements sociaux par peur de ne pas être acceptée. Chaque fois qu'elle tente d'interagir, elle interprète les réactions des autres comme des signes de rejet. Ça la pousse à se retirer encore plus et ça renforce son sentiment de solitude. Ce cycle continue jusqu'à ce qu'elle se sente chroniquement seule, affectant sa santé mentale et physique. Et il devient de plus en plus dur de sortir de ce cercle vicieux. Mais ça, c'est qu'un exemple. La solitude vous pousse à ne plus aller aux activités sociales, ne plus répondre au téléphone, manger seul au travail, vous asseoir loin des autres, plonger votre nez dans votre smartphone parce que vous ne voulez pas interagir avec les autres. Vous prenez de la distance et vous déclinez toute approche en trouvant des excuses pour ne plus participer jusqu'à ce qu'il n'en ait plus du tout. Et ensuite, vous avez l'impression que c'est le monde qui ne vous aime plus. Et la solitude peut trouver sa source dans plusieurs choses. Le vieillissement, la perte d'un être cher, comme je vous ai dit, un déménagement, la perte d'un emploi ou même l'usage excessif des réseaux sociaux peuvent en être des déclencheurs. Et ce n'est qu'une petite partie. On façonne sa propre perception du monde et si dans votre perception, vous croyez que les autres vous excluent, ça peut devenir perceptible aux yeux des autres. Ils le verront et votre monde extérieur finira par refléter vos sentiments internes. Ce processus est souvent lent et masqué. Il s'étend sur des années et peut mener à la dépression et à un état mental qui entrave toute tentative de connexion, même si vous en avez envie. Et si la solitude est devenue une constante dans votre vie, la première étape est de reconnaître ce cercle vicieux. Comprendre comment la solitude altère vos perceptions et comportements est crucial pour briser ce cycle et retrouver des connexions sociales positives. Pour commencer à surmonter la solitude, c'est essentiel d'accepter que ce sentiment est parfaitement normal et humain, sans qu'il soit nécessaire d'éprouver de la honte. Tout le monde traverse des périodes de solitude à un moment donné de sa vie. C'est une expérience universelle, partagée, comme je vous disais en début de vidéo. Ignorer ou espérer que ce sentiment disparaisse comme par magie, c'est pas du tout une solution efficace, mais c'est possible de l'accepter et de comprendre ses origines pour agir dessus. Des études en psychologie montrent que la solitude est une émotion commune et normale, qui peut survenir à tout âge et dans divers contextes sociaux. Et puis les deux premières choses qu'on peut envisager, c'est de réfléchir et réévaluer nos interactions. Après une interaction avec un collègue par exemple, perçue comme négative, réfléchissez objectivement sur le contenu réel de la conversation. Qu'a réellement dit l'autre personne? Est-ce que c'était une réaction négative ou simplement une réponse brève due à une contrainte de temps? La réalité n'est pas toujours ce qui nous frappe en premier. Une étude de Joignet en 2000 souligne l'importance de vérifier si les réactions perçues comme négatives étaient réellement intentionnelles ou dues à des circonstances extérieures. Et la majorité du temps, c'est ça. Et juste après ça, vous pouvez utiliser des techniques cognitives pour remettre en question les interprétations automatiques et négatives que vous faites. Par exemple, demandez-vous si vous avez ajouté involontairement une interprétation négative aux paroles de l'autre personne. Examinez les preuves, reformulez pour voir s'il n'y a pas un sens différent possible. Ce sont des bonnes techniques pour sortir d'une vision négative des interactions. Il n'y a pas que votre vision qui existe. Ensuite, c'est important d'examiner vos pensées sur le monde et sur vous-même. Est-ce que vous présumez toujours le pire quant aux intentions des autres? Est-ce que vous entrez dans des situations sociales en ayant déjà décidé de leur issue? Est-ce que vous supposez que les autres ne veulent pas de votre présence? Est-ce que vous essayez d'éviter d'être blessé en ne prenant pas le risque de vous ouvrir aux autres? Si c'est le cas, il pourrait être bénéfique d'accorder aux autres le bénéfice du doute. Est-ce que vous pouvez envisager qu'ils ne soient pas contre vous et prendre le risque d'être à nouveau vulnérable et ouvert? Et enfin, c'est crucial d'analyser votre comportement dans les interactions sociales. Est-ce que vous évitez activement les occasions d'être en présence des autres? Est-ce que vous cherchez souvent des excuses pour décliner des invitations? Ou est-ce que vous rejetez préventivement les autres pour vous protéger? Est-ce que parfois, vous vous trouvez sur la défensive comme si vous étiez attaqué? Est-ce que vous êtes réellement motivé à établir de nouvelles relations? Ou est-ce que vous êtes simplement habitué à vivre votre situation actuelle? Posez-vous toutes ces questions et plein d'autres pour réaliser que peut-être,
vous n'êtes pas là où vous aimeriez être. La théorie de la motivation sociale suggère que les individus sont intrinsèquement motivés à établir et à maintenir des relations interpersonnelles positives. Donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Prenez un moment pour réfléchir à vos motivations sous-jacentes dans vos interactions sociales. Identifiez les schémas récurrents de votre comportement social et considérez comment ils pourraient influencer vos relations actuelles et futures. En réfléchissant de manière critique à ces aspects et en identifiant les schémas comportementaux, vous pouvez commencer à ajuster vos interactions sociales pour mieux répondre à vos besoins relationnels et émotionnels. Et parfois, c'est difficile de faire les changements soi-même. Parfois, on n'y arrive pas. Et si vous trouvez difficile de résoudre votre situation seul, envisagez de chercher de l'aide professionnelle. C'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Que l'on considère la solitude comme un défi personnel à surmonter pour accroître son bonheur ou comme une problématique de santé publique, c'est un sujet qui mérite une attention particulière. Les êtres humains ont érigé un monde remarquable, mais aucune de nos réalisations brillantes ne peut satisfaire ou remplacer notre besoin biologique fondamental de connexion. Et surtout pas les réseaux sociaux, ils ne vous donnent que l'illusion d'être social. Alors prenez le temps d'écrire à un ami, passez un coup de fil à un membre de votre famille, invitez un collègue à boire un verre ou inscrivez-vous à une activité, un sport, un événement, peu importe. Brisez le cycle de l'isolement, même de petites interactions peuvent faire une grande différence. Nous sommes tous uniques. Donc vous seul savez ce qui convient le mieux. Peut-être que rien de particulier n'en résultera et c'est ok. L'important est de ne pas avoir d'attente spécifique. L'objectif est simplement de vous ouvrir un peu plus, de renforcer vos aptitudes à vous connecter aux autres au fil du temps ou d'aider les autres à faire de même. La solitude est un défi de notre époque, mais elle n'est pas insurmontable. Et parfois, tendre la main à quelqu'un peut changer une vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous. Ciao.